Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Double Slash. Donc, à part si vous étiez dans une grotte en octobre 2022, n'avez pas pu échapper à cette annonce lors de la Next.js Conf, cette nouvelle version de Next.js, la version 13, qui arrive avec des nouveaux concepts et une nouvelle structure d'application dans le dossier app. Donc ça, ce sera le sujet de notre deuxième vidéo. Là, vous êtes sur la première vidéo où on va faire le point en fait sur Next.js, comment il fonctionne actuellement, comment on l'utilise, comment on a jusqu'à maintenant conçu nos applications. Et pour cela, donc, j'ai écrit des articles qui sont aussi liés à ces vidéos, à ces deux vidéos. Donc ces trois articles. Donc le premier, c'est une introduction. Ensuite, le deuxième article, on va parler de la structure Pages, qui est utilisée encore aujourd'hui dans pas mal d'applications. Et dans le troisième article, nous allons parler de la nouvelle structure, qu'est-ce que ça va changer pour nous, comment ça fonctionne, etc. Donc je vous encourage à aller voir les articles sur le site dev.dev. Et donc, dans la section blog, il y a 3 articles, tout est disponible, les vidéos sont liées dans la page, etc. Donc, tout est là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le compte Discord pour discuter avec nous ou sur le compte Twitter, etc. On est toujours disponible pour répondre. Ça nous fait très plaisir de vous répondre. Donc, pour tester en fait Next.js, la nouvelle version et l'ancienne version, j'ai développé une application, donc une application assez simple en fait, qui reprend un petit peu l'essentiel avec des pages et des articles. Donc l'application est ici, voilà, elle est en train de tourner en fait sur mon ordinateur, donc en local. Donc là, on peut voir la home page, la page About, la page Contact, donc tout fonctionne. Une page article avec une liste, les listes d'articles qui sont paginés. Donc on voit que là, la pagination qui fonctionne, et on peut aller consulter chaque article indépendamment, donc une single article on va dire. Donc tout est là, tout fonctionne. J'ai donc fait cette application, une version avec la version structure Pages qu'on connaît tous. Et ensuite, il y aura la même application, vraiment le même concept, même rendu, etc. Avec la version app. Donc ces deux applications sont disponibles sur le repo double slash sur GitHub. Donc on mettra le lien dans les articles aussi également. Comme ça, vous pouvez un petit peu comparer les deux conceptions. Donc en attendant, on va faire le tour en fait un petit peu du fonctionnement de Next.js pour un petit rafraîchissement pour ceux qui ont déjà utilisé Next.js, et pour ceux qui ne connaissent pas Next.js, comme ça vous allez découvrir un petit peu les concepts de Next.js. Next.js, en fait, le premier principe, en fait, c'est cette notion de static hybride. En fait, cette notion de static hybride avec getStaticProps et getStaticPass ont été introduits dans la version 9.3. Donc ça fait un petit moment quand même, puisque là, comme je vous ai dit juste avant, on arrive sur la version 13. Donc version 9.3 qui était le 9 mars 2020, c'est là où est vraiment introduit cette notion d'hybride dans Next.js. Donc la notion d'hybride, en fait, elle est assez simple en fait. En fait, tout simplement, Next.js est capable de générer un site statique. Donc quand on parle de site statique, c'est des fichiers qui sont générés HTML. Au niveau du build, on va déployer ça et on va mettre ça sur un serveur, et les fichiers donc seront accessibles directement, et on aura toujours des fichiers HTML, donc ça sera très rapide et très performant, très sécurisé, etc. Tous les avantages en fait de la Jamstack et des sites statiques. Seulement le souci, c'est qu'on avait un petit problème, c'est que quand on a des sites qui sont avec beaucoup de pages, quand je parle de beaucoup de pages, je parle de milliers de pages, de 10 000, 20 000 pages, là ça devient compliqué à générer. C'est un petit peu compliqué à générer autant de pages, ça fait beaucoup de fichiers, ça fait beaucoup de poids, c'est un peu long déjà à générer, et en même temps c'est un petit peu long aussi à transférer sur le serveur, puisque à la fin du build, en fait, tout est déployé sur un serveur, un CDN, via Netlify, Vercel, ce que vous voulez. Donc on avait vraiment cette problématique, et en fait Next.js vient régler cette problématique via des concepts en fait qui permettent de générer en fait incrémentalement en fait des pages qui n'ont pas été générées pendant le build. Donc c'est-à-dire que on va accéder à une URL, et Next.js va se charger de générer la page si elle n'existe pas et renvoyer un HTML. Donc c'est vraiment ce côté hybride en fait, on est sur du statique mais qui peut être généré à la volée. Donc on a la possibilité de ne pas générer totalement toutes les pages quand on déploie le site. Donc voilà, on va déployer essentiellement quelques pages, et ensuite elles seront déployées à la demande. On peut invalider des pages pour qu'elles soient régénérées, on peut régler un revalidate avec un certain temps
pour qu'elle soit automatiquement régénérée. Voilà, il y a plusieurs mécanismes et c'est pour ça qu'on parle de statique hybride, puisqu'on n'est pas du tout sur du full statique, on est vraiment sur une notion de runtime qui tourne derrière et qui régénère des pages, etc. Donc c'est vraiment un petit peu le meilleur des mondes entre le server-side rendering et le statique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de statique hybride. Donc les dernières grosses features, en fait, c'est vraiment quelque chose qui était très attendu par les gros acteurs. On a des sites assez balèzes qui tournent sur Next.js, il faut le savoir. Et ce qui était demandé, c'était de pouvoir invalider une URL, donc une certaine page, sans avoir besoin de redéployer en fait toute l'application. Et donc ça a été introduit. On a le dernière grosse feature qui a été introduite, c'est vraiment l'invalidation d'une URL pour régénérer une page. Donc ça, c'est vraiment un système très pratique, et ce qui fait qu'on a vraiment tous les outils pour faire du statique qui se rafraîchit automatiquement, tout ça. Donc voilà cette notion de statique hybride. Ensuite, on a la structure. En fait, la structure de Next, elle est assez intéressante. Alors, cette structure dans Pages, elle existe depuis un petit moment, quasiment depuis, j'ai envie de dire, depuis le début. Donc, pour construire en fait des routes, pour construire une application, un site web avec Next.js, on a un dossier qui s'appelle le dossier Pages, et tout ce qu'on va mettre dedans, en fait, va se transformer en route publique. Donc, c'est assez simple, en fait. Alors, on a un dossier API qui est apparu il y a quelques versions, qui nous permet de faire des fonctions serverless. Donc, mis à part celui-là, tout le reste, tout ce que vous allez mettre dans ce dossier Pages va être transformé en route publique. Donc, c'est simple, on fait des fichiers, et ensuite, elles sont accessibles directement par le navigateur. C'est aussi simple que ça, on n'a pas besoin de configurer de route, etc. Et en plus, on peut faire des paramètres dynamiques avec ce type d'écriture, avec des crochets. Donc là, c'est des paramètres avec les 3 petits points, ça nous permet vraiment de récupérer tous les paramètres de l'URL, mais on peut récupérer qu'un seul paramètre, le dernier par exemple, qui correspondrait à un slug, à un ID, à un numéro de page, etc. Donc c'est totalement dynamique et donc c'est vraiment pratique. Alors il faut savoir que dans ce dossier Pages, on ne peut rien mettre d'autre à part des fichiers qui vont être destinés à être des routes publiques. On ne peut pas mettre des components, on ne peut pas mettre d'autres fichiers. Donc c'est vraiment uniquement destiné à des routes publiques. Donc généralement, on a ce dossier Pages qui contient toutes nos routes, toutes nos pages. Donc c'est vraiment basé sur une histoire de page. On parle de page, tout est centré sur la page. Et après, derrière, on va avoir un dossier comme ça, ici, component, qui va avoir les différents morceaux de nos pages, etc., qu'on va réassembler dans toutes les pages. Donc, ensuite, on va parler de cette fameuse notion de get static props, puisqu'en fait, le concept, en fait, c'est d'avoir un rendu serveur qui va rendre ce fameux fichier HTML qui va être généré et qui va être rendu au navigateur pour l'afficher. Donc on parle toujours d'HTML de toute façon, que peu importe que ce soit une application JavaScript ou autre chose, on parle toujours de HTML. Donc ce qui est important d'avoir du HTML. Pourquoi on a vraiment besoin d'avoir du HTML? C'est pour tout simplement tout ce qui est SEO. Il nous faut le code source dans la page, il nous faut le contenu dans la page. Donc on a besoin que quand Google... Yahoo, Microsoft, et je vais en dire plusieurs, arrivent sur le site, ils aient accès au contenu de la page, voilà, le texte, etc., pour pouvoir l'indexer et le référencer correctement dans les moteurs de recherche. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment cette notion de server-side rendering et de rendu statique. Et donc, sur Next.js, en fait, tout passe par getStaticProps. Donc c'est une fonction qui est accessible, qui est disponible uniquement dans les pages. Donc quand on crée une page, donc comme je vous ai dit, on crée des pages dans le dossier Pages, ici. On va créer une page, par exemple, là, cette page-là, en fait, on va dire c'est les pages de mon application. Donc, tout ce qui est ici, je retourne sur le site. Donc, la homepage, about, le contact, on est vraiment sur ce fichier-là, en fait, qui capte, en fait, le slug de la page et qui va déterminer sur quelle page on est. Et donc, c'est getStaticProps qui se charge, en fait, de récupérer déjà, en premier lieu, déjà le params. Donc, là, on voit que je récupère le param, le slug. Donc, pour déterminer sur quelle page je suis. Et ensuite, je fais une requête, en fait, pour aller chercher les datas de cette page et les renvoyer dans les props. Une fois que c'est renvoyé, je vais les récupérer ici, dans le component de la page. Donc en gros, la page, c'est un gros component où on a vraiment tous les éléments de la page. Donc, mes datas arrivent directement dans les props de la page et après, je me charge de les afficher. Donc, c'est pas mal. Seulement, il y a un petit inconvénient. On va commencer à voir un petit peu les points négatifs de ce getStaticProps. C'est que c'est le seul endroit où on peut interroger, faire via des requêtes, les bases de données, etc., tous les API, les services externes. Donc, c'est vraiment le seul endroit où on peut récupérer la data côté serveur pour les dispatcher ensuite dans tous les components.
Donc c'est vraiment contraignant puisque on ne peut pas, via cette structure pages, on ne peut pas faire de requêtes ni dans les components, ni dans le layout, qu'on va voir aussi après. On peut uniquement faire des requêtes dans cette page. Dans cette page. Donc, ça peut être un peu contraignant, surtout sur les gros sites. Parfois sur des gros sites, et j'ai travaillé sur une grosse application qui tourne encore aujourd'hui, pour une grosse société, où on avait énormément de requêtes, puisque du coup, tout est centralisé ici. Donc d'un côté, c'est cool, c'est centralisé, mais d'un autre aussi, c'est aussi ce get static props qui se charge de récupérer toute la data de toute la page. Donc ça peut être la data de la navigation, du header, du footer, d'une sidebar si vous avez une sidebar. Enfin, tous ces éléments-là doivent passer par le get static props. Donc c'est un peu contraignant parce que du coup, on peut se retrouver avec beaucoup de requêtes au même endroit, à une fonction get static props qui est plutôt conséquente. Donc ça devient compliqué, ça fait un peu spaghetti, on a des fonctions, des requêtes dans tous les sens. Ça peut attaquer aussi la base de données lors du déploiement, parce qu'en fait, lors du déploiement, il va générer toutes les pages. Donc il va effectuer l'appel sur les get static props de toutes les pages. Si c'est une série de pages comme dans notre site où on a des blogs, ici comme ça veut dire qu'on va... Là, par exemple, j'ai 1000 pages normalement sur le blog, puisque j'ai 100 articles avec 10 pages, donc on a 1000 pages. Ça veut dire qu'il va générer 1000 fois il va faire 1000 fois les requêtes identiques en fait via get static props, puisqu'en plus, malheureusement, il n'y a pas de système de cache. Si je fais cette requête ici, getNav, à chaque fois pour toutes les pages, elle va être générée, cette requête va être faite 1000 fois pour générer et builder tout le site. C'est à ce moment-là aussi qu'on utilise les mécanismes de getStaticPath pour faire en sorte de ne pas générer les pages au déploiement et de les générer à la demande. C'est des astuces comme ça qui permettent, via getStaticPath, de ne pas générer les pages et d'éviter les requêtes simultanées comme ça sur la base de données ou l'API. Donc après, il y a plein de mécanismes comme ça à connaître, mais ça fait partie du système de Next. Donc voilà, getStaticProps, c'est vraiment la fonction centrale qui récupère toutes les données. Donc je parlais aussi, vous voyez, ce qui est un petit peu un inconvénient aussi, c'est le getNav, par exemple, qui se retrouve dans le getStaticProps. Donc le getNav, c'est la navigation du site. Ce qui est dommage, c'est de devoir faire un appel ici pour afficher la navigation, alors que la navigation est à un autre endroit. En fait, on a la possibilité d'avoir un layout, donc je passe directement sur le layout. Donc je reviens sur l'article. Je vais passer directement sur le layout. Le layout, en fait, il est existant actuellement dans la structure pages via un component. Donc comment on fait? On va créer un layout dans le component ici. Donc là, c'est un component vraiment classique React qui va se charger d'afficher des choses, notamment le header. Le header contient la navigation. Donc on voit que la navigation descend en fait du layout au header à la navigation. En fait, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est que nous, le layout, on va l'implémenter ici, dans ce fichier spécial, en fait, qui est le fichier _app.js, donc qui va englober en fait le contenu de l'application. Donc là, quand on va naviguer, en fait, c'est juste cette partie-là qui va changer. Le layout ne va pas changer. Par contre, l'inconvénient, c'est que mes informations qui viennent de la fonction getStaticProps, donc on va prendre le cheminement de navigation. Donc il est appelé ici. Je passe navigation dans les props, que je vais récupérer ensuite ici, via les pages props. Donc ça va passer dans le layout. Et ensuite le layout se charge de les récupérer et va les passer dans le header. Et ensuite le header récupère ça et finalement va l'afficher. Donc on voit qu'il y a vraiment une cascade en fait de props qui est vraiment parfois difficile à gérer et à appréhender. Au début, on a du mal à comprendre comment faire arriver tel élément, telle data à tel endroit. Donc on a vraiment une cascade qui part vraiment de cette fonction centrale qui est la seule fonction qu'on peut utiliser pour faire des requêtes serveur, getStaticProps. On voit que ma navigation ruisselle, c'est une sorte de cascade en fait, il passe de component à component, et des fois, sur des grosses applications, ça peut faire beaucoup de data qui se transfère de component à component, donc c'est vraiment, je trouve, personnellement, c'est pratique d'avoir cette fonction centrale. D'un autre côté, je vous garantis que j'ai déjà fait des fonctions getStaticProps qui étaient vraiment assez grosses, avec beaucoup de requêtes, des await dans tous les sens, donc on attendait, ça, on fait des requêtes et jusqu'à renvoyer les props, donc ça peut pas mal ralentir la page, la génération des pages, et ça peut vraiment impacter votre API aussi, puisque ça fait pas mal d'appels au niveau de l'API. Donc voilà pour le layout, voilà pour la getStaticProps. Et dernier point, il y a une chose qui est vraiment embêtant aujourd'hui, c'est l'hydratation. En fait, l'hydratation, ça fait partie
depuis un petit moment, c'est le fonctionnement en fait de React, de Next.js et puis d'autres systèmes comme Nuxt, etc. On a une phase d'hydratation qui se passe dans le navigateur. Alors cette phase d'hydratation, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, au moment où je vais charger mon application, en fait, l'application, elle va renvoyer, en fait, le serveur va renvoyer du HTML, et en même temps, il va renvoyer un fichier JavaScript, le bundle, donc souvent plusieurs fichiers, qui vont se charger, en fait, de construire l'application dans mon navigateur, et ensuite de faire une correspondance, en fait, entre mon application navigateur, mon application client, et le HTML du code source de la page. Il va faire une correspondance, il va rajouter les événements éventuellement s'il y a des événements sur les éléments de la page, les boutons, etc. Voilà. Et toute cette phase d'hydratation, en fait, elle peut être assez gourmande en ressources au niveau de l'ordinateur de l'internaute. Gourmand en ressources, ça peut être un téléphone aussi, donc ça peut éventuellement attaquer la batterie. Et en même temps, c'est un petit peu long parce qu'il doit parser en fonction de la taille de l'application. Le parse de ce bundle JavaScript peut être plus ou moins long. L'hydratation de l'application peut être plus ou moins long. Et aujourd'hui, en fait, c'est assez pénalisé. C'est même beaucoup pénalisé, en fait, par les tests de performance, en fait. Donc, depuis les Core Web Vitals, si vous allez tester, si vous avez une application JavaScript qui tourne dans le navigateur avec un rendu serveur ou n'importe quoi, si vous allez tester ça dans le test page Speed Insight de Google, vous allez voir un time to interactive et un total blocking time qui seront assez négatifs, qui seront normalement plutôt en rouge. Et pourquoi ils sont en rouge, en fait? Tout simplement parce que le parse de ce JavaScript plus l'hydratation de l'application prend du temps. Et aujourd'hui, c'est beaucoup pénalisé. Donc, on était vraiment on arrive dans un stade où on est obligé, en fait, tous les frameworks JavaScript sont obligés d'évoluer de ce côté-là. Et donc, chacun, il va de son petit système pour essayer de faire évoluer ça, d'envoyer moins de JavaScript dans le navigateur. C'est vraiment l'objectif de tous les frameworks aujourd'hui, d'envoyer moins de JavaScript dans le navigateur. Donc la plupart ont clairement adopté l'Island Architecture. Donc l'Island Architecture, c'est pour simplifier, c'est vraiment un mode de rendu HTML first. Donc on envoie en priorité du HTML dans le navigateur via l'application, et ensuite on a des petits bouts, des petits blocs dans notre page qui sont éventuellement interactifs, et c'est ces blocs-là interactifs qui vont se charger d'embarquer du JavaScript, donc, et il y aura du JavaScript uniquement pour ces éléments-là. Donc c'est vraiment histoire d'envoyer le moins possible de JavaScript, de limiter cette hydratation, d'avoir un site qui charge beaucoup plus vite, etc., et d'avoir donc des meilleurs scores aux tests de performance. Actuellement, dans cette version Pages de Next, on utilise l'API React qui utilise l'hydratation, et en fait on ne peut pas faire autrement. En fait, c'est le fonctionnement comme ça. Voilà, React fonctionne comme ça. Il y a vraiment une étape d'hydratation qui est obligatoire dans le navigateur sur les applications comme ça. Donc c'est vraiment l'inconvénient aujourd'hui de cette structure Pages, parce qu'on ne peut pas se passer de cette hydratation. On est obligé de passer par là, donc c'est difficile d'améliorer le score à un certain moment sur une application Next.js. On est vraiment bloqué. Donc, la bonne nouvelle, en fait, c'est que React 18, depuis 2 ans, a présenté des nouveautés. Ils ont travaillé dessus, c'est encore un petit peu en version bêta, mais c'est quasiment bon. Voilà, il y a des nouveautés, il y a le streaming, il y a les React Server Components, et c'est ce qui a été implémenté justement dans cette nouvelle version de Next.js, la version avec la structure app, donc qui utilise pleinement les nouvelles features de React 18, et c'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, où on va vraiment regarder en détail ces nouvelles structures app de Next.js 13. Voilà, merci, je vous remercie, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.